Bien sûr, c'est essentiel. Alors si je reviens les premiers volumes parlent donc de l'arrivée de Picasso dans le contexte de la crise des avant-gardes au début du siècle, les années 1900. Le premier volume explique tout cela. Et Picasso était vraiment lui aussi, à l'époque de la période bleue en particulier, dans cette génération qui était oppressée par la consécration de la modernité, de l'impressionnisme, du symbolisme. Donc ça, c'est vraiment là où Picasso est important dans le premier volume. Ensuite, donc, cette génération va exploser contre l'art moderne, va exploser contre l'impressionnisme, c'est l'époque du fauvisme. Et puis, avec Picasso, la génération nouvelle va prendre conscience que le problème, ce n'est pas l'art moderne, mais c'est l'avant-garde, que la concurrence se fait entre avant-garde. Et donc Picasso va prendre la tête de la concurrence contre Matisse, par exemple. Donc c'est là qu'il est très important pour le premier volume qui s'arrête en 1918, et très important aussi évidemment avec l'invention du cubisme, mais aussi avec la manière dont la carrière de Picasso s'est internationalisée. Picasso, a priori, il n'avait aucune chance de percer. Il venait de l'académie, il venait d'une périphérie, il n'avait pas exposé au salon, il n'avait pas de critique très important qui s'occupait de lui. Il parlait très mal français même à Paris. Et tout d'un coup, à partir de 1909, il est pris en charge par un marchand qui va l'exposer partout en Europe, mais pas du tout à Paris. Déjà, les gens s'interrogent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet artiste si avant-gardiste, dont tout le monde parle dans les milieux artistiques, cet artiste qui a pris la tête de la lutte contre Matisse, pourquoi cet artiste ne voit-on pas ses œuvres à Paris? Tandis qu'à l'étranger, on voyait son travail, et donc ce travail a été apprécié, d'autant plus apprécié que le marchand ne montrait que les premières périodes. Donc il montrait comment Picasso était arrivé d'une formation académique à des œuvres très belles, symbolistes, la période bleue, des œuvres très douces aussi, la période rose, et puis des œuvres cézanniennes. Ces œuvres cézanniennes, elles étaient tout à fait appréciées déjà en Europe, et puis progressivement, le marchand a montré de plus en plus d'œuvres novatrices de Picasso, en les introduisant par les œuvres anciennes, et donc les amateurs ont vu que Picasso, c'était quelqu'un qui venait d'une formation classique, qui avait réfléchi plastiquement et qui avait donc révolutionné les formes. Et c'est comme ça que sa réputation s'est faite à l'étranger. Il a été acheté par des Allemands, par des Russes, par des Autrichiens, par des Tchèques, par énormément de collectionneurs qui, du coup, par ricochet, interrogeaient la scène parisienne, qui se disait mais pourquoi Picasso est-il si connu internationalement alors que nous ne l'avons pas accepté? Et donc Picasso a fini par être accepté. Donc dans ce contexte, le petit cas particulier de Picasso était essentiel pour le volume 1, parce que d'une part, il a aidé l'avant-garde à s'émanciper de la modernité, le cubisme, le fauvisme, toute cette génération s'est battue entre elles et n'a plus été intéressée par l'art moderne consacré qui était celui de l'impressionnisme et du symbolisme, mais aussi en même temps, Picasso a été au centre d'un transfert culturel qui a fait que l'avant-garde internationale s'est européanisée, s'est internationalisée dans un phénomène de détour par l'étranger dont Paris n'était plus le centre. Donc on voit comment cette géopolitique des avant-gardes se décentre de Paris, et là Picasso était vraiment la pièce maîtresse de ce changement. Pour le volume 2, qu'est-ce qui est important? Picasso, après, donc avec la guerre, il va revenir à un art dit classique, il va donc être un exemple pour beaucoup d'artistes, mais il va être aussi un exemple pour la jeune génération. Il va être un exemple pour la jeune génération, pour toute cette génération comme Miro, comme Dali ensuite, surtout pour les Espagnols, qui s'inspirent de son exemple et qui surtout s'inspirent de sa trajectoire. Toute une génération va faire comme lui. Elle va essayer de ne pas faire parler d'elle localement, mais de faire parler d'elle à l'étranger. Elle va, comme Picasso, revenir au maître. Picasso revenait au maître. Picasso n'avait pas honte. Il assumait son héritage académique, et cette nouvelle génération va faire pareil. Donc on voit en fait que l'effet Picasso, c'est pas seulement l'effet de sa peinture, mais c'est aussi l'effet de ses positions, de sa personnalité, de son réseau, de sa manière de s'insérer sur le marché et dans la société internationale de son époque. Donc oui, Picasso était très important pour le tome 2, mais il est encore plus important aussi pour le tome 3. Pourquoi? Parce qu'après 1945, quand les artistes reviennent à l'art après la guerre, ils pensent que tout va commencer, tout va reprendre comme avant. Et comment c'était avant?
1937, Guernica. Qu'est-ce qui se passe avec Guernica? Picasso donne une bonne raison, une raison artistique à l'engagement des artistes en politique. Jusque-là, l'engagement politique, c'était très mal vu dans les avant-gardes. Si vous vous engagez en politique, vous n'étiez plus d'avant-garde, puisque vous étiez un artiste de propagande, vous étiez dans l'aliénation socio-historique, puisque même l'aliénation symbolique, puisque vous acceptiez que le parti vous donne votre sujet, vous impose aussi même la manière de travailler. Et Picasso, en 1937, ça c'est dans le volume 2, quand les républicains espagnols lui demandent de s'engager pour la cause républicaine, au début d'ailleurs lui-même il n'avait pas envie de s'engager, parce que s'engager c'était pas dans ses valeurs. Picasso il avait des valeurs modernes, des valeurs d'avant-garde. Et progressivement, il a travaillé pendant plusieurs mois pour réfléchir comment réaliser cet engagement. Et il a trouvé des manières artistiques, plastiques, plasticiennes de traduire l'engagement politique. Et à partir de Guernica, toute une génération d'artistes va passer à l'avant-garde. En politique, pardon. Toute une génération d'avant-garde va passer à la politique. En 1945, même chose. Les artistes, ils ne veulent quoi? Ils veulent exister. Dans le champ des avant-gardes, désormais, il faut être politique. Et donc, comment va-t-on faire? Surtout quand, avant, on n'avait pas été résistant, quand on n'avait pas prouvé qu'on était courageux. On va faire du Picasso, parce que la forme va exprimer l'engagement et permettre aussi d'exprimer une position plasticienne novatrice. Donc, après 1945, Picasso est omniprésent. Il est omniprésent dans la tête des artistes, il est omniprésent aussi sur les œuvres de beaucoup d'artistes. Et ça va être le cas même jusqu'en Europe de l'Est, jusqu'en Amérique du Nord, jusqu'en Amérique latine, quand on s'engage prendre la plastique de Picasso, c'est-à-dire des cernes noires, des pieds allongés, aplatis, des visages vus de profil ou des visages déformés. Tout cela va vouloir dire « je fais comme Picasso, je m'engage en politique ».